Bonjour à toutes et à tous. C'est un grand format de Smart Impact que je vous propose, 1 heure d'émission pour creuser les enjeux de transformation environnementale et sociétale avec un grand entretien de 26 minutes tout à l'heure face à une personnalité qui compte dans notre économie. Et cette question, est-vous prête pour l'impact que je poserai cette semaine à l'aventurier Bertrand Piccard, président de la fondation Solar Impulse. Auparavant, pour ouvrir cette émission, je reçois Karine Gins, directrice générale de Vitra France, qui propose une nouvelle gamme de meubles éco-conçus et durables avec de nouveaux matériaux innovants. Notre débat, il portera sur les énergies renouvelables confrontées à des séquences de production à prix négatif de plus en plus nombreuses. Faut-il revoir nos objectifs de production à la baisse, mais surtout peut-on stocker l'énergie plus efficacement? Réponse tout à l'heure. Et puis dans notre rubrique Startup, je vous présenterai Better Things, appli pour évaluer le bilan écologique et social des produits non alimentaires. Voilà pour les titres, c'est parti pour ce Smart Impact en format XXL. L'invité de ce Smart Impact, c'est Karine Gins. Bonjour. Bonjour Thomas. Bienvenue, vous êtes la directrice générale de Vitra France. Vitra, c'est une marque suisse de meubles. C'est quoi? C'est d'abord une histoire familiale, on peut dire ça? Exactement, c'est une entreprise qui existe depuis 90 ans. Entreprise familiale, 3e génération. Nous faisons du mobilier design pour l'habitat, les espaces tertiaires, les bureaux, les hôtels. Et nous travaillons avec des grands noms du design. Oui. Avec cette question de la durabilité, de la recyclabilité, enfin, depuis quand et à quel point ça fait partie de la stratégie d'une entreprise comme Vitra? Alors, ce qui est intéressant dans une entreprise familiale, c'est qu'on choisit complètement sa stratégie. Et ce qui est assez unique chez Vitra, c'est qu'on avait à la base une mission commerciale qui ensuite a été, on a rajouté un pilier. On a une mission commerciale et culturelle, on a un campus où on a des musées, on va mettre en avant l'aspect architecture, art, design. Et donc la 3e génération, notre PDG Nora Felbaum a rajouté un pilier environnemental dans notre mission. Donc tout ce que nous faisons, bien évidemment les produits, mais au-delà, nos infrastructures, même les musées, on aura pour vocation à réfléchir à l'aspect environnemental. Avec, alors, il y a beaucoup de thèmes et d'exemples à donner, mais on va s'appuyer sur le tout dernière innovation développée en partenariat avec BASF. Alors, c'est une mousse de polyuréthane recyclé. De quoi on parle? Pourquoi? En quoi elle est innovante? Alors la mousse, vous voyez, c'est le rembourrage en fait que vous voyez soit dans les matelas, dans les fauteuils, dans les sofas, donc il y en a beaucoup. C'était un petit peu la bête noire parce que c'est une mousse qui est une fois formée, on n'arrivait plus en fait à lui faire changer de forme. Donc en fin de vie, elle était brûlée. Donc nous, avec BASF, on a une longue histoire, parce que je pense qu'un des piliers de Vitra, c'est également tout l'aspect innovation et R&D. Et donc, ça fait 3 ans qu'on travaille sur cette mousse pour essayer de la transformer. Et donc, grâce à un nouveau processus chimique, on a trouvé une manière de la reliquidifier. Donc, ce sera une nouvelle mousse et elle pourra repartir dans une 2e vie et être recyclée en fin de vie. Alors, pour l'instant, il y a plusieurs modèles à partir de cette mousse? Oui, alors pour le moment, tous nos sièges de travail, donc là, à partir de mars 2025, tous nos sièges de travail sont dans cette mousse et on a également notre produit iconique, le Launcher, qui est dans cette mousse. Et au fur et à mesure, on va l'introduire dans tous les produits. D'accord. Est-ce que ça veut dire que quand vous lancez une innovation comme celle-là, vous imaginez aussi le processus de récupération? Parce qu'il y a une logique de filière et de recyclage derrière. Exactement. Donc là, pour le moment, on a une exclusivité d'1 an sur cette mousse, mais l'idée, c'est qu'elle soit accessible à toute l'industrie, puisque effectivement, pour mettre cette filière de recyclage, il faut du volume. Donc déjà, pour repérer la mousse, aujourd'hui, si vous regardez un sofa, la mousse est blanche. Donc là, on l'a légèrement grisée pour qu'elle soit reconnaissable. Et donc aujourd'hui, on espère que les confrères, les autres industriels vont la prendre pour qu'on puisse vraiment, qu'elle puisse avoir un impact. Alors ça, c'est votre dernière innovation. Il y en a eu d'autres sur les matériaux, parce que c'est là-dessus que vous travaillez prioritairement, j'imagine. Exactement. Les matériaux, c'est un gros impact sur l'empreinte carbone. On a toujours été très en amont sur ces sujets. Par exemple, le plastique, qui est une matière qu'on utilise également beaucoup, parce qu'elle est facilement moulable, transformable.
On a passé tous nos plastiques quasiment depuis 2020 en plastique recyclé. Donc un de nos classiques, peut-être la chaise IMSS qu'on connaît bien sûr. maintenant, est en plastique recyclé, ce qu'on appelle post-consommation. Donc c'est du plastique qui est issu en fait de nos déchets ménagers, donc les pots de yaourt, ce genre de choses, qui sont transformés en espèces de granulés. Et donc l'avantage, c'est que non seulement c'est un matériau recyclé, mais on pourra le recycler, il sera recyclable. Donc il n'aura pas une vie, mais il en aura plusieurs. Oui. Avec une question, alors parce que là vous parlez de modèles qui existent depuis longtemps, qui sont effectivement devenus assez iconiques, mais si on raisonne sur l'ensemble du cycle de vie d'un produit, ça veut dire qu'il faut déjà le concevoir différemment pour qu'il soit plus facilement recyclable. Oui. Effectivement, en fait, on n'y pense pas, mais il faut penser à tout le cycle de vie. Donc, 80% de l'impact du produit va venir lors de sa conception, parce que c'est au moment de la conception qu'il faut penser à la réparation, qu'il faut penser à la séparation des éléments. Et nous, c'est quelque chose sur lequel on est très attentif. Par exemple, ce qu'on veut, c'est que les produits puissent être réparés, donc on puisse accéder facilement à un composant. Quand vous cassez une chaise de travail, que vous puissiez changer que la pièce qui est cassée. Donc ça suppose une conception différente pour que chaque pièce soit amovible en quelque sorte. Exactement. Donc on va réfléchir déjà à réduire le nombre de pièces, avoir le moins de matière possible, et également on va penser à la réparation. Donc par exemple, dans l'ameublement, les tissus, c'est un problème parce qu'ils s'abîment, on peut les tacher. Donc là, nous, on n'utilise plus de colle depuis très longtemps, plus d'agrafes, mais maintenant, les dernières générations de nos sofas, mais également le siège de travail, le siège Mint, c'est un siège où même l'utilisateur va pouvoir changer lui-même la housse et donc la nettoyer. Et donc ça va permettre au produit de durer le plus longtemps possible. Est-ce que, avec par exemple les entreprises qui sont vos clientes, il y a du B2B et du B2C, mais avec les entreprises, est-ce qu'il y a une logique justement, je ne sais pas, de partenariat ou de mensualisation ou de contrat pour donner justement une seconde vie aux produits que vous leur proposez? Tout à fait. Aujourd'hui, il y a une forte appétence, soit dans le service public ou dans les entreprises privées, pour aussi baisser leur empreinte carbone et notamment utiliser des produits de seconde main ou des produits reconditionnés. Donc nous, on a mis en place notre filière. On a démarré en 2018 pour les particuliers. Donc on a des outlets qu'on appelle des Vitra Circle. On en a 3 en Europe où on peut acheter des produits d'occasion. Mais le nerf de la guerre, là il y a le plus volume, il y aura le plus fort impact, c'est pour les entreprises. Et donc on lance également le Vitra Circle pour les entreprises où on pourra acheter des produits qui seront reconditionnés. Donc c'est comme pratiquement des produits neufs, ils auront déjà une vie. Chez nous, les produits peuvent avoir 20 ans, 30 ans d'utilisation. Donc on a des produits qui peuvent être remis en état et repartir pour 10 ans, pour 15 ans, et ils auront une nouvelle garantie. Ça veut dire que dans ces Vitra Circle Store, il y a des espaces d'entretien, de réparation, c'est ça? Oui, il y a des ateliers de réparation. Donc on peut... des ateliers de réparation, mais pour les entreprises, c'est encore mieux. On va utiliser la chaîne de montage des produits neufs. Donc, un des classiques de chez Vitra, c'est l'Aluminium Group. On va... Donc, ça veut dire qu'une entreprise, elle peut vous renvoyer après l'avoir utilisé pendant 10, 15, 20 ans. Exactement. Alors, qu'est-ce que vous faites après? Ce qui est génial, c'est que parfois, quand on a acheté un produit à 15 ans, peut-être que la finition nous plaît plus. On peut avoir des résines, on veut passer en tissu. La couleur ne va plus, on va changer la couleur. Parfois, les normes ont changé. Maintenant, les produits sont plus grands, donc on va pouvoir aussi adapter la hauteur. On peut faire énormément de choses. On peut repolir également les surfaces pour les rendre neuves. Ça veut dire, là je me place toujours du côté du chef d'entreprise ou du directeur ou directrice des achats, il va pouvoir quasiment avoir du mobilier qui paraîtra neuf alors qu'il ne l'est pas, c'est ça? Exactement. Et c'est moins cher que du neuf? C'est moins cher que du neuf. Alors après, c'est un peu l'offre et la demande. Donc on a un site qui est accessible donc à nos partenaires, donc nos distributeurs, et sur lequel ils peuvent voir en fait ce qui est disponible. Donc par exemple, vous cherchez un produit spécifique, vous n'êtes pas sûr de le trouver. Néanmoins, vous allez trouver quelque chose, vous pouvez le réserver. Et donc l'avantage également pour les entreprises, c'est l'aspect RSE, parce que avoir un produit d'occasion ou de seconde main ou reconditionné, par rapport à du neuf, vous pouvez réduire de 90% l'impact environnemental. Avec une part de recherche et développement qui est évidemment importante, je vous écoute depuis une dizaine de minutes forcément,
c'est quel pourcentage du chiffre d'affaires? Vous y consacrez combien d'argent et d'énergie finalement à l'innovation? Alors on y consacre beaucoup. Je pense qu'on travaille des grands noms du design comme les frères Bouroulec, et je pense que tous les gens apprécient énormément pour travailler avec Vitra parce qu'on n'abandonne jamais. BASF, c'est pas un partenariat de 3 ans, c'est un partenariat de 40 ans. Donc voilà, ça veut dire que cette mousse-là, on a commencé par ça, on va terminer, boucler l'interview avec, ça prend combien de temps, combien d'années avant de la mettre au point? Celle-ci, ça a pris 3 ans. 3 ans de recherche et développement. 3 ans de recherche et développement. Ouais. Il y a eu des moments où vous vous avez dit, on n'y arrivera pas, c'est pas possible. Alors, peut-être pas sur cette mousse, mais sur la chaise Pantone, qui était la première chaise en porte-à-faux. On a mis presque... Il y a eu un développement de 40 ans. Elle est sortie, on l'a mise sur le marché, après le matériau n'était pas assez bon, on l'a reprise, etc. Et aujourd'hui, les gens, il y a beaucoup de copies par exemple, n'imaginent même pas la recherche qu'il y a derrière et l'avancée technologique qu'il y a eu pour avoir ce produit. Merci beaucoup Karine Gins et à bientôt sur Be-Smart for Change. On passe à notre débat, comment mieux stocker l'électricité produite par les énergies renouvelables. Le débat de ce Smart Impact, on parle du stockage de l'électricité, notamment produite par les énergies renouvelables, avec Mathieu Lassagne. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes le PDG de The Energy, et Étienne Thomasin, bonjour. Bonjour. Président de la commission flexibilité et stockage de France Renouvelable. Avec une question très générale pour commencer, je vais vous poser la même à tous les deux. Est-ce que la France produit trop d'électricité? Tiens, je commence avec vous, Étienne Thomasin. Alors non, la France ne produit pas trop d'électricité. Déjà, si on regarde le mix énergétique en France, il est composé à 60% d'énergies fossiles, qui sont des énergies importées, et donc qui dégradent notre balance commerciale. Ça représente plus de 60 milliards d'euros chaque année d'importation. Et dans le même temps, on a pourtant la chance d'avoir une électricité qui, elle, est décarbonée grâce au nucléaire et aux énergies renouvelables, et qui est produite localement. Donc finalement, le sujet, ce n'est pas tellement de produire moins d'électricité, mais c'est plutôt d'avoir moins recours aux énergies fossiles et davantage à l'électricité qui est produite localement et à bas coût. Ouais. Je vous pose cette question parce que j'ai été frappé par ce titre de nos confrères de la Tribune. La France produit trop d'électricité au risque de faire sauter la banque. Mathieu Lassagne, pourquoi il y a un risque ? Alors peut-être déjà sur le trop d'électricité, si vous nous aviez posé la question il y a 2 ans, je vous rappelle qu'on nous appelait à nous modérer, qu'on nous menaçait de délestage. Il faut savoir que la production d'électricité est un secteur sur lequel les investissements sont amortis sur des durées de 40 ans, et donc on ne peut pas avoir une lecture à courte vue à l'échelle de l'année. Alors, y a-t-il un risque de faire sauter la banque ? Ça dépend si on parle de blackout comme il y a eu récemment en Espagne, la cause est toujours inconnue. Si on parle de coûts, ce qui est certain, c'est que d'un point de vue économique, s'il y a abondance d'un bien, son prix doit s'ajuster à la baisse, c'est ce qu'on observe aujourd'hui, et même si ça n'est pas très agréable pour les producteurs, en tout cas, il y a un gros bénéfice pour les consommateurs qui peuvent acheter l'électricité à des prix beaucoup plus modérés. Et on sait que le prix de l'électricité est vraiment un élément essentiel pour un certain nombre d'industries. Donc avoir un prix d'électricité faible parce que ponctuellement il y a trop d'électricité, j'ai envie de dire globalement c'est plutôt un atout pour le pays. C'est plutôt un atout, avec quand même cette question des prix négatifs. La France a enregistré l'an dernier 2 fois plus de prix négatifs qu'en 2023, 4% selon RTE, gestionnaire français du réseau de haute tension. Déjà, on peut peut-être expliquer de quoi on parle. Des prix négatifs, c'est quel phénomène ? Alors les prix négatifs, c'est tout simplement un phénomène qui a lieu quand l'offre d'électricité est supérieure à la demande d'électricité. Donc c'est vrai que c'est un signal qui interpelle, parce que ça veut dire qu'il y a des producteurs qui sont prêts à payer pour pouvoir injecter dans le réseau, où ça nécessite de limiter la production, et donc c'est une énergie qui est potentiellement gâchée. Donc face à ça, qu'est-ce qu'on peut faire ? Je pense qu'on peut le voir finalement comme une opportunité plus qu'un problème, en déplaçant la consommation et en permettant de fournir finalement aux ménages une énergie qui est meilleur marché, et aux entreprises également une énergie qui est meilleur marché. Donc pour faire ça, on peut par exemple penser au mécanisme des heures creuses, heures pleines. Oui, il faut changer les horaires, quoi, c'est ça ? Exactement, les heures creuses ont été designées à l'époque pendant la nuit parce qu'on avait peu de consommation la nuit. Et donc aujourd'hui, on a la chance d'avoir une énergie qui est abondante, très bon marché à midi grâce au photovoltaïque. Et donc on pourrait tout à fait déplacer ces heures creuses à midi pour en faire bénéficier
les ménages et les entreprises, et donc améliorer le pouvoir d'achat et la compétitivité. C'est facile à faire, il suffit d'un décret, il n'y a peut-être pas besoin de faire voter une loi pour ça. La mécanique réglementaire, elle est, je crois, en cours d'étude. Après, ça nécessite d'adapter les offres chez les fournisseurs, donc ça va prendre un petit peu de temps, mais c'est en marche. Ouais. Avec une logique et ça rejoint votre activité, Mathieu Lassagne, une question de stockage, c'est-à-dire que si on se retrouve obligé, même si c'est 4%, que 4%, c'est quand même en augmentation, de vendre à prix négatif, c'est aussi parce qu'on ne peut pas ou qu'on ne stocke pas suffisamment l'électricité. Est-ce que c'est lié ? Alors effectivement, jusqu'à présent, en tout cas en France et en Europe, l'électricité produite notamment par le solaire était injectée directement sur les réseaux et n'était pas stockée. C'était le plus simple et c'est relativement logique quand la part des énergies renouvelables reste minoritaire dans le mix énergétique. Ce que l'on voit, c'est que toutes les géographies dans lesquelles la place du solaire est plus significative, et elle le sera toujours plus pour des raisons économiques. Le solaire est une énergie très simple à développer, dont les prix sont historiquement en baisse, et ça va continuer. Donc le solaire continuera à se développer indépendamment des politiques de soutien pour une raison de compétitivité. Donc il faut adapter nos réseaux. Exactement, il faut adapter nos réseaux, il faut adapter le modèle pour l'injecter sur le réseau. Et notre conviction, c'est le modèle qui est porté par The Energy, c'est que le solaire a besoin de stockage, c'est le combo naturel, c'est le combo gagnant sur le long terme pour assurer que les consommateurs auront de l'électricité au moment où ils allument leur lave-linge, que ce soit à midi ou à 14h après le déjeuner ou à 21h après le dîner. Avec quel type de solution ? Alors aujourd'hui, la solution que l'on utilise, c'est une technologie lithium-ion qui est aujourd'hui la plus adaptée au stockage sur la journée. Le modèle que l'on porte aujourd'hui, c'est déplacer et lisser la production solaire sur la journée. Se posera bien évidemment plus tard la question de stocker de l'électricité à l'échelle de la semaine. On a moins de consommation le week-end et donc on perd beaucoup d'électricité le week-end parce qu'elle n'est pas consommée. Il faudra donc envisager la mécanique de stockage à l'échelle de semaine, voire à l'échelle de la saison. Évidemment, la production solaire est plus faible en hiver qu'en été, tout le monde l'a constaté. Et donc si on souhaite aller vers un monde et un système électrique plus renouvelable, il faudra développer des solutions de stockage et des technologies adaptées à ces... Qui n'existent pas encore tout à fait, qui sont en cours de développement ? Qui sont en cours de développement. Il y a des solutions géothermiques, il y a des solutions de redox flow. Voilà, il y a beaucoup de technologies. Le redox flow, c'est du stockage organique. Ce sont des molécules que l'on stocke dans des grands réservoirs d'eau et qui ont l'immense vertu d'être totalement recyclables et sans impact pour l'environnement, mais également de pouvoir stocker avec très peu d'autodécharge et donc sur des périodes relativement longues. Est-ce qu'il y a un engagement français et européen pour développer ces solutions? Parce que ce que vous nous dites, c'est que c'est inéluctable. Voilà, on est face à une augmentation de la production d'énergie renouvelable, notamment de solaire, et il faut apprendre à la stocker. Est-ce qu'on met les moyens? Alors sur le stockage, aujourd'hui, on n'a pas encore d'objectif dans les plans de développement en France, qu'on appelle la programmation pluriannuelle de l'énergie, qui est en cours de débat au Parlement. Et c'est vrai que c'est justement une des demandes qu'on porte au sein de notre syndicat France Renouvelable, c'est de se fixer des objectifs de stockage d'ici à 2030. Parce qu'on est persuadé qu'on va en avoir besoin, que ça sera aussi très utile pour le fonctionnement du système électrique. C'est absurde ce que vous êtes en train de me dire. C'est-à-dire qu'on va mettre une loi de programmation pluriannuelle de l'énergie pour produire plus sans prévoir le stockage ? Alors ça a été effectivement un oublié de cette programmation pluriannuelle. On pense qu'au minimum, il faudrait qu'on se fixe de l'ordre de 8 gigawatts de capacité de stockage. Aujourd'hui, on a seulement 1 giga de capacité installée. C'est ce qu'ont fait beaucoup d'autres pays équivalents aux nôtres en termes électriques. Je pense à l'Italie, au UK ou en Espagne, qui sont fixés des objectifs de l'ordre de 20 gigas de capacité d'ici à 2030. Est-ce que les prix négatifs dont on parle, même si encore une fois, c'est une petite partie de la réalité, est-ce que ça fait hésiter certains investisseurs à se lancer dans des nouveaux projets ? Alors c'est vrai que les modèles d'affaires sont plus complexes que ce qu'on peut voir dans le développement de centrales solaires ou éoliennes. Et ce dont la filière a besoin, ce dont ont besoin les investisseurs, c'est de visibilité. Visibilité sur les volumes, c'est pour ça qu'on a besoin d'objectifs dans la programmation. Visibilité aussi sur les coûts, la réglementation sur les coûts est pas toujours très claire avec le tarif d'utilisation du réseau. Et puis visibilité sur les revenus également. Ça veut dire que RTE, gestionnaire de réseau,
il peut forcer certains producteurs d'énergie renouvelable à appuyer sur stop? Alors oui, la responsabilité d'un gestionnaire de réseau, c'est de s'assurer qu'il y a toujours un équilibre dans le système électrique. Et donc effectivement, il peut forcer les producteurs à s'arrêter. Après, c'est des mesures d'urgence et tout ça... C'est assez rare, ça? C'est relativement rare, oui. Généralement, la programmation de chaque centrale fait qu'on sait qui va produire quoi le lendemain, et tout ça est régulé par le marché et le signal prix, finalement, qui est un bon indicateur et permet d'équilibrer tout ça. Ce qui s'est passé en Espagne, au Portugal, alors vous nous disiez, on ne sait pas exactement encore l'expliquer, mais est-ce que ça pourrait arriver en France, ou est-ce qu'on a un mix différent qui fait qu'on est à l'abri d'un blackout comme celui-là? Alors, je ne suis pas certain que le blackout espagnol soit lié au mix espagnol et, pour dire les choses assez clairement, soit lié aux énergies renouvelables, qui sont beaucoup plus développées en Espagne. Je pense qu'il y a surtout une problématique de gestion et d'équilibrage du réseau, qui est la responsabilité donc, du gestionnaire de réseau. Du RTE. Du RTE, voilà. Cela dit, des blackouts, il y en a déjà eu. Il y en a déjà eu dans des systèmes électriques où il y avait beaucoup moins d'énergie renouvelable. Donc, la question, à mon avis, n'est pas tant... c'est pas forcément lié à la part d'énergie renouvelable. Lié à la part d'énergie renouvelable. Ce qui est certain, c'est que plus on a d'énergie renouvelable, plus on a besoin de flexibilité. Donc il faut un développement conjoint de la flexibilité avec les énergies renouvelables. Et le signal économique qui est envoyé par les heures négatives sert à cela. Ce qu'il faut rappeler quand même en Espagne, c'est qu'en Espagne, ils ont, grâce aux énergies renouvelables, en revanche, un prix d'électricité qui est beaucoup plus faible que celui qu'on a en Europe continentale. Voilà, et c'est quelque chose, c'est un facteur qui soutient l'économie espagnole et l'économie. C'est attractif pour des investisseurs, des industriels. Exactement. Qui venir voilà, et on a effectivement accablé les énergies renouvelables de tous les mois à l'occasion de ce blackout, sans rappeler le bénéfice énorme sur l'économie espagnole grâce au prix d'énergie faible. Parce que c'est effectivement la critique que vous devez entendre depuis des années sur la difficulté de piloter les énergies renouvelables, plus difficilement pilotables que les autres. Alors, elles peuvent se piloter finalement plutôt bien, en tout cas à la baisse. Après, là où je rejoins mon confrère, c'est que quand il parlait de la vision long terme, si on réfléchit au fonctionnement du système électrique, il faut qu'on réfléchisse sur le long terme. Demain, on va avoir des nouveaux usages et des nouveaux besoins. Je pense aux véhicules électriques, je pense aux data centers, à l'intelligence artificielle qui va nécessiter de grandes quantités d'énergie. Et donc, pour ça, on va avoir besoin d'être capable de produire une énergie à bas coût et de connecter toutes ces nouvelles industries qui sont créatrices d'emplois, qui sont bonnes pour l'économie. Donc, il faut qu'on arrive à créer ce cadre favorable pour ces nouvelles industries. Merci beaucoup. Merci à tous les deux d'être venus nous présenter à la fois les solutions et puis l'état du marché et du stockage des énergies renouvelables, de l'électricité produite par les énergies renouvelables en France. On passe tout de suite à notre rubrique Prêt pour l'impact avec Bertrand Piccard. Prêt pour l'impact, c'est le grand entretien de notre émission avec Bertrand Piccard. Bonjour. Bonjour. Je suis ravi de vous accueillir sur ce plateau. Vous êtes, alors pour vous présenter, c'est compliqué, aventurier, pionnier de l'aviation solaire, président de la Fondation Solar Impulse. Bon, il y a beaucoup d'autres titres dont je pourrais parler, mais je voudrais démarrer sur votre dernier défi, parce qu'il y en a eu beaucoup dans votre vie, et il y en aura encore beaucoup. Climate Impulse, projet de tour du monde en avion hydrogène. Où en êtes-vous aujourd'hui? Et puis surtout, pourquoi ça vous semble être un projet important? Alors l'avion est en construction chez Raphaël Dinelli, au Sable d'Olonne. On a à peu près fait 40% de la construction. Et ce n'est pas simplement un tour du monde avec un avion hydrogène. C'est le premier tour du monde sans escale, sans émission. Donc en fait, ce qu'on essaie de faire, c'est le vol ultime. Celui qui va vraiment marquer les esprits, parce qu'on verra qu'on peut faire mieux sans kérosène qu'avec du kérosène. Et alors, qui pose une question sur l'hydrogène, son utilisation, sa filière, parce que c'est vrai que c'est une filière qui est un peu chahutée en ce moment. Pourquoi ça vous semble une énergie d'avenir? Alors, c'est chahuté comme tout ce qui est nouveau. Quand le premier téléphone portable est arrivé, c'était une valise à 15 000 €. Et puis aujourd'hui, tout le monde en a dans sa poche. Et on croyait que ce serait juste une niche pour gens riches. Et ce n'est pas du tout ça qui s'est passé. Le photovoltaïque, il y a 25 ans, c'était 40 fois plus cher qu'aujourd'hui. On disait que ça n'avait aucun avenir. Bon, aujourd'hui, avec l'hydrogène, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire qu'en fait, comme toujours, il faut des pionniers qui montrent ce qui est possible. Et ensuite, l'industrie reprend, atteint la masse critique pour que le prix s'écroule.
et puis à ce moment-là, ça devient accessible pour tout le monde. C'est souvent ou toujours dans ce sens-là que ça se passe. C'est-à-dire qu'il y a d'abord des pionniers qui osent, et puis qui font naître l'idée dans le monde industriel. Moi, j'ai l'impression que ça a toujours été comme ça. Oui. L'industrie n'est pas là pour être pionnière. L'industrie est là pour engager des salariés, pour les payer, pour amener à la population ce dont elle a besoin, ou parfois ce dont elle n'a pas besoin, mais on crée des envies. Ça fait partie du débat, oui. Absolument, mais si vous avez une grande entreprise qui invente quelque chose, c'est parce qu'il y a des pionniers à l'intérieur dans le département de recherche et développement qui commencent, mais souvent complètement sous les radars. Et une fois qu'ils réussissent à développer quelque chose, à ce moment-là, c'est repris. Ça fait partie de votre ADN ou de vos moteurs. Vous avez besoin de vous lancer de nouveaux défis. Je me suis posé la question après notre dernier entretien. Vous étiez déjà venu sur cette émission. Ouais. Je me disais, mais quand même, ce Picard-là, pourquoi c'est quoi son moteur? Vous avez besoin d'avoir comme ça un défi supplémentaire devant vous, sinon vous vous ennuyez? Non, en fait, je ne m'ennuie pas du tout. Je peux être très contemplatif. Mais quand je vois que le monde pourrait aller beaucoup mieux que ce qu'il va, quand je vois le nombre de solutions qui existent, quand je vois l'éco-dépression actuelle, je me dis qu'il faut faire quelque chose. Moi, je suis frustré de voir qu'on n'avance pas assez vite, qu'on continue à détruire l'environnement alors qu'on pourrait le protéger, qu'on a toutes les solutions dans les mains. Mais c'est vrai que pour ça, il faut un autre narratif. Il faut un narratif d'écologie un peu plus spectaculaire, un peu plus fédératrice, un peu plus excitante, attrayante. Et l'aviation est un assez bon moyen de provoquer cette prise de conscience. Parce que les gens croient que l'aviation ne va jamais pouvoir être propre. Pas du tout. On peut y arriver, mais il faut le montrer. Et si on arrive à rendre l'aviation décarbonée, on pourra tout décarboner. Alors, cette question sur le moteur de Bertrand Piccard, elle se pose pour toute la famille Piccard. Il y a une bande dessinée qui est sortie intitulée 1, 2, 3 Piccard, pionniers du ciel et des abysses, signé Jean-Yves Duhoux. Il vous désigne, avec votre père, votre grand-père, comme une lignée de s'aventuriers. Vous approuvez le néologisme ? Oui, j'aime bien parce que c'est pas que de l'aventure. Il y a le côté savant, il y a le côté scientifique. Et moi, c'est ce que j'ai toujours vu autour de moi et c'est ce qui m'a toujours inspiré. C'est des explorateurs scientifiques qui montrent comment améliorer la qualité de vie. Parfois, c'est en faisant rêver. Parfois, c'est avec des solutions extrêmement concrètes, très pragmatiques. Quand mon grand-père est monté dans la stratosphère en 1930, un de ses deux buts, en plus d'étudier les rayons cosmiques, c'était de prouver que l'aviation pouvait voler dans de l'air raréfié à très haute altitude, où il y aurait moins de résistance à l'air et donc moins de consommation de carburant. C'était déjà une préoccupation d'efficience énergétique, exactement ce que je fais maintenant avec la Fondation Solar Impulse. Il a voulu aller, votre grand-père, très haut et très profond aussi, en inventant le bathyscaphe. Oui, il voulait en fait sortir le savant de son laboratoire pour aller dans l'élément qu'il voulait observer, plutôt que d'amener l'extérieur dans le laboratoire. Donc le ballon stratosphérique retourné, c'est devenu le bathyscaphe, avec lequel mon père a plongé dans la fosse des Mariannes. C'est ça, dans la fosse des Mariannes, qui est le point le plus profond des océans. Le plus profond des océans, qui est d'ailleurs, c'est assez intéressant. Il y a plus de gens qui sont allés dans l'espace aussi. Ah, oui. On connaît très très mal l'océan alors qu'on est une planète océanique. C'est vrai. C'est un paradoxe de la recherche, de la science, ça. Mais vous voyez, là aussi, il y a d'abord les pionniers qui y vont, et il a fallu 50 ans après mon père pour que quelqu'un y retourne. C'est très curieux. Je vous pose cette question parce qu'il y a le sommet de l'océan qui se tient à Nice, organisé par les Nations Unies. Alors, on y a déjà consacré plusieurs émissions avec des fondations qui y participent, avec Tara Océan, qui nous disait, il ne faut pas trop en attendre. Vous qui avez été ambassadeur de l'ONU pour l'environnement, à quoi ça sert quand même ? On parle de diplomatie de l'environnement. Pourquoi c'est quand même important, d'après vous ? Parce que, d'un côté, il y a une recherche de consensus qui n'aboutit pas. Ouais. Donc, il y a un côté déceptif. Et cette frustration pousse les acteurs bien intentionnés à créer des coalitions qui ne sont pas des consensus. Il n'y a pas les 196 pays du monde, mais il y en a 60. Et ça, c'est un des buts aujourd'hui, c'est d'avoir 60 pays ou plus qui signent un accord pour protéger 30% des océans par des zones marines protégées.
Et ça, c'est déjà un point de départ. C'est un point de départ. C'est déjà extrêmement intéressant d'aboutir à ça. Dans les conférences du climat, c'est la même chose. Il y a des pays, il y a des entreprises qui décident de lutter contre le méthane, contre la déforestation, contre les subventions aux énergies fossiles, etc. Donc finalement, ça fait bouger un peu les lignes. Ouais. Mais c'est vrai, beaucoup trop lentement. Il y a cet enjeu, effectivement, des aires marines protégées. Il y a l'enjeu de la pollution plastique, où finalement, on se rend compte que toutes les solutions qu'on peut imaginer pour récupérer le plastique en surface, c'est pas grand-chose, parce que le plastique, il devient micro-nanoplastique et il est en profondeur. Est-ce que là, il n'y a pas de solution technique ? Bien sûr qu'il y a des solutions. Alors, la plus grande partie du plastique qui arrive dans les océans arrive par des fleuves. Ouais. Et par quelques grands fleuves de pays qui ne soignent pas leur plastique. Donc c'est à l'embouchure de ces fleuves qu'on peut agir ? C'est à l'embouchure de ces fleuves qu'il faut agir. En dernier ressort, et pas dans l'océan où c'est trop tard. Mais par contre, en amont, c'est pas simplement mettre des barrages sur des fleuves pour récolter du plastique, c'est recycler le plastique, c'est faire des plastiques biodégradables. Il y a des plastiques qui existent pour des emballages alimentaires qui sont faits avec des protéines du lait issues des déchets de l'industrie laitière. Enfin, il y a énormément de choses. Quand vous voyez Carbios qui est capable de recycler perpétuellement tous les plastiques, vous vous dites que c'est ça qu'il faut mettre en place. Et c'est là que les gouvernements ont une responsabilité. On ne peut pas reprocher au gouvernement qu'il y ait du plastique dans les océans, mais on peut reprocher au gouvernement de ne pas rendre le plastique obligatoirement recyclable et obligatoirement recyclé. Et c'est là qu'il faut absolument obtenir des législations qui permettent d'implémenter les solutions qui existent. À la Fondation Solar Impulse, on en a identifié 1600 qui sont économiquement attrayantes pour l'économie et qui sont écologiques. Mais si les gens ne les connaissent pas et ne les utilisent pas, ça ne changera pas le monde. Mais le label de la Fondation Solar Impulse, c'est déjà un accélérateur de développement pour ces entreprises. Oui. Ça leur donne une visibilité mondiale d'une certaine façon. Oui, absolument. C'est très bien. Et on a beaucoup de success stories, des histoires à succès. Et on prime même chaque année des grands groupes qui utilisent ces solutions de start-up pour pouvoir améliorer leur empreinte sur l'environnement. Donc, mais ça doit être généralisable. Oui, c'est ça. Et donc, pour que ce soit généralisable, il faut que les États s'en emparent. C'est ça ce que je comprends. Oui, vous savez, il y a des réglementations pour tout. Pour la vie en société, pour les conflits de voisinage, pour l'hygiène, pour la santé, pour la sécurité, pour les impôts, pour l'éducation. Et c'est ça qui permet de vivre en société. S'il n'y avait aucune réglementation, ce serait la loi de la jungle, ce serait le Far West. Alors parfois il y en a un peu trop, mais bon, ça c'est un autre débat. C'est vrai, mais parfois on va trop dans l'administratif. Mais les grandes règles de vie en société, elles sont importantes. Pourquoi on n'a pas la même vision pour la relation entre l'être humain et l'environnement ? Pourquoi est-ce qu'on permet de polluer les sols, l'air, les eaux, alors qu'il y a des solutions qui pourraient être implémentées pour qu'on ne pollue pas. Et c'est là qu'il y a cette espèce de schizophrénie où d'un côté on crée des aires marines protégées en sachant très bien qu'il y a des chalutiers qui raclent les fonds de manière illégale et qui détruisent ces zones, et puis ensuite on retrouve ce poisson issu de la pêche illégale dans les rayons des supermarchés. C'est une schizophrénie complète. C'est du laxisme, on n'applique pas les règles qu'on devrait appliquer. Donc les gouvernements ont cette responsabilité-là. Maintenant, les entreprises ont la responsabilité d'utiliser des solutions qui sont beaucoup plus écologiques. C'est vrai. Il faut sortir, vous voyez ce qu'il y a en fait, pour résumer, il faut sortir de ce clivage où on croit qu'il y a d'un côté l'écologie chère et rébarbative et de l'autre côté l'industrie polluante. Il peut y avoir une industrie propre et il peut y avoir une écologie qui est économiquement attrayante. Alors ça rejoint une question que votre prédécesseur à cette place, Laurent Daudet, le cofondateur de Lighton, a posée la semaine dernière. Lighton, c'est une pépite française de l'intelligence artificielle générative. On va l'écouter tout de suite. Ça rejoint finalement la capacité de convaincre les politiques, mais aussi les industriels à agir. On l'écoute. Bonjour Bertrand Piccard. Vous avez dit à plusieurs reprises que pour la transition énergétique, les technologies étaient déjà là. Et ma question c'est comment est-ce qu'on convainc les politiques et les industriels qui sont souvent face à beaucoup d'inertie de changer la société? Quels sont les outils les plus utiles? Les outils ou les arguments pour convaincre? Alors, j'aime beaucoup cette question parce qu'elle montre l'importance d'un nouveau narratif. Jusqu'à maintenant, on n'a pas convaincu. Jusqu'à maintenant, on a donné une vision
repoussante de l'écologie. Et pour convaincre, je crois qu'on doit beaucoup plus insister sur la rentabilité économique de ces solutions. En fait, si vous avez un cercle de tout ce qui est écologique et un cercle de tout ce qui est rentable, ce qu'il faut, c'est l'intersection. C'est là-dessus qu'on se focalise avec la Fondation Solar Impulse. Et c'est là-dessus qu'il faut se focaliser quand on parle d'écologie. Montrer ce qui est rentable, montrer ce qui crée des emplois. Et comment c'est rentable? C'est rentable grâce à l'efficience. L'efficience, c'est ce qui permet de faire mieux avec moins. Contrairement à la sobriété, où on obtient moins avec moins. Ce n'est pas la même chose. L'efficience, on obtient plus avec moins. Par conséquent, on gaspille moins, on a besoin de moins de ressources, de moins d'énergie, on produit moins de déchets, et la marge bénéficiaire est plus haute. Donc il faut vraiment viser cette augmentation de marge bénéficiaire grâce à la qualité plutôt que ce qu'on fait aujourd'hui, qui est une quantité et qui produit beaucoup de déchets et de pollution. Mais alors, je suis d'accord avec vous, mais je vous écoutais argumenter sur finalement la réglementation et le fait d'encadrer les pratiques pour que effectivement il y ait une protection de l'environnement plus importante. Est-ce qu'il n'y a pas un souci de temporalité? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est plutôt, notamment en Europe, même s'il y a un retour en arrière sur le Green Deal, dans une phase où on est en train d'imposer ces réglementations pour faire changer la société, et donc ça provoque ce backlash, ces votes aux européennes où on pourrait parler des États-Unis aussi, et donc ce souci d'acceptabilité dont vous parliez. Vous voyez ce que je veux dire? Est-ce qu'on n'a pas commencé par mettre trop de règlements qui finalement créent aussi ce sentiment de la part d'une partie des Français ou des Européens que l'environnement, il y en a marre, quoi? Oui, complètement, parce qu'on n'a pas présenté les solutions qui permettent de faire mieux. On a mis des réglementations. Par exemple, on augmente le prix du diesel, mais on ne dit pas comment baisser la consommation. Par conséquent, on a une crise des gilets jaunes. Alors que la France avait une start-up qui proposait un système qui se posait sur les moteurs de voitures thermiques, qui permettait de réduire de 20% la consommation. Ça coûtait 600 €. On aurait commencé par ça, et ensuite on aurait monté le prix du diesel, il n'y aurait pas eu de gilets jaunes. Et tout est comme ça. Aujourd'hui, vous mettez des normes sur les émissions de CO2, mais vous ne dites pas comment les atteindre. Il y a des systèmes aujourd'hui qui pourraient être imposés pour réabsorber la chaleur perdue des cheminées d'usines. Mais c'est toujours permis de perdre cette chaleur. Les data centers, on parle de l'importance du digital dans le changement climatique par augmentation de la consommation d'énergie. Mais si les data centers étaient tous construits à proximité des villes et qu'on utilisait leur chaleur perdue pour chauffer les villes ou faire de l'eau chaude sanitaire, on payerait l'énergie une seule fois, elle produirait les data dans les data centers, de la chaleur pour les villes, et ça diviserait le coût de l'énergie par 2 pour chacun des 2 utilisateurs. Donc vous voyez qu'il y a tout ce qu'il faut, mais tant qu'on veut réglementer sans connaître les solutions, eh bien forcément, on se trouve bloqué devant l'incompréhension générale. Vous participez en ce moment au salon Vivatech, Bertrand Piccard. Est-ce que, là, vous écoutez depuis une vingtaine de minutes, vous êtes forcément techno-solutionniste? Absolument pas. Ah, je voulais vous entendre là-dessus, parce que c'est une critique quand on dit de quelqu'un qui est techno-solutionniste, c'est de dire qu'il imagine que de toute façon le génie humain nous sauvera. Il n'y a pas que ça. Alors, il n'y a absolument pas de ça. Le premier critère pour sélectionner les solutions qui nous sont proposées à la Fondation Solar Impulse, c'est de savoir si elles existent aujourd'hui, si elles sont là, maintenant, disponibles. Si elles sont à un stade trop précoce de développement, elles ne sont pas labellisées. Parce que sinon, ça devient un alibi pour ne rien changer aujourd'hui en se disant on aura les solutions plus tard. Je suis totalement contre. Et ce que je remarque, c'est que la plupart des solutions techniques qu'on nous propose, c'est des solutions de bon sens. C'est juste du bon sens, mais ce bon sens est permis par de la technique. C'est pas atteint par des sacrifices, par une réduction, par une décroissance économique, parce que si vous voulez vraiment dégoûter le monde politique et industriel de toute l'écologie, il faut lui parler de décroissance. Ça, c'est catastrophique. Et c'est intéressant, parce qu'on retrouve d'ailleurs dans la bande dessinée 1, 2, 3 Picard, dont vous avez parlé tout à l'heure, ce moment où en 1972, mon père, qui était écologiste convaincu, expliquait que la seule manière d'éviter l'effondrement de l'humanité, c'était de réduire la consommation, l'investissement, la production, d'en tout cas 50%. Et il concluait en disant,
on sait ce qu'il faut faire, mais on ne peut pas le faire parce que personne n'acceptera de le faire. Eh bien, aujourd'hui, on n'a plus besoin de décroissance. On n'est plus en 1972. On est en 2025. Et quand je dis qu'on n'a plus besoin de décroissance, c'est qu'on n'a plus besoin de diminuer l'économie. Ce qu'il faut diminuer, ce qu'il faut décroître, c'est le gaspillage, c'est l'inefficience, c'est la démesure. Ça, oui, mais ça ne veut pas dire qu'on décroît l'économie. On peut augmenter l'économie grâce à l'efficience, grâce à toutes les solutions qui existent pour protéger l'environnement. C'est-à-dire qu'en fait, l'écologie devient le noyau du développement économique. Oui, et on rentrera ou on re-rentrera dans les limites planétaires, parce qu'il est là l'enjeu. Mais forcément. C'est le discours qui dit que la croissance, elle ne peut pas être infinie, puisque les limites planétaires ne sont pas infinies. Mais quelle croissance ne peut pas être infinie? La croissance économique ou la croissance de production et la croissance de consommation. Bien sûr que la croissance de production et de consommation n'est pas possible à long terme. Mais la croissance économique, elle est tout à fait possible. Simplement parce que les gens qui prônent la décroissance confondent le chiffre d'affaires et le bénéfice. Vous pouvez baisser le chiffre d'affaires en augmentant le bénéfice. Si vous êtes dans la qualité, si vous êtes dans de la circularité, si un produit, au lieu d'être jeté, est repris dans le circuit en créant des emplois, en créant des nouveaux débouchés économiques, ben, vous augmentez l'économie, mais vous n'augmentez pas la production. Et c'est ça qu'il faut comprendre aujourd'hui. Je vais m'appuyer sur une citation récente. Vous donniez une interview au magazine Science et Avenir, c'était au mois de mars dernier. Il faut sortir de l'idée que la décarbonation, c'est cher et sacrificiel. Il faut montrer qu'en modernisant, on sera plus compétitif. Ce sera mieux pour la santé, la qualité de l'air. C'est aussi une question de coût. On aura moins de gaspillage financier, d'énergie et de ressources. Ça rejoint ce que vous venez de nous dire. Oui. Et vous avez annoncé avec la Fondation Solar Impulse, mais aussi la Société d'encouragement pour l'industrie nationale, SEIN et Moving On, le lancement d'un fonds de dotation pour accélérer les mobilités durables en Europe. Pourquoi il faut ce fonds de dotation et puis surtout quel est l'objectif ou l'ambition de ce fonds? L'ambition, c'est de travailler en écosystème plutôt qu'en silo. Oui. Aujourd'hui, on a des silos partout. Alors, on a le silo des constructeurs de voitures, on a le silo des utilisateurs de voitures, on a le silo des réglementations, on a le silo de l'écologie. Et puis, il n'y a pas de transversalité. Ce qu'il faut, c'est mettre tous les acteurs en discussion et surtout en action. Je vous donne un exemple. Si on a des voitures électriques en ville, qui en profite le plus? La qualité de l'air, donc le budget de la santé publique. On pourrait très bien imaginer que le budget de la santé publique serve à mettre des bornes de recharge électrique dans les villes pour baisser les cancers, les bronchites chroniques, les crises d'asthme aiguë, etc. Ça, c'est un exemple. Il faudrait que les finances publiques aient un peu mieux qu'elles ne vont aujourd'hui en France, mais bref. Mais pas forcément. Aujourd'hui, le budget de la santé publique est colossal parce qu'il y a énormément de causes pour être malade. Si vous agissez sur ces causes, vous avez moins de maladies. Mais là aussi, il y a les questions de la temporalité. C'est-à-dire que l'argent qu'on dépense aujourd'hui, il fera des effets sur la baisse des maladies respiratoires dans quelques années. Ça va très vite. C'est beaucoup plus rapide que quelques années. Il y a un autre exemple aussi où il faut mettre les gens tous ensemble autour de la table. Une voiture électrique, elle roule 5% du temps en moyenne. Le reste du temps, elle peut être branchée sur le réseau, accumuler dans ses batteries de l'énergie solaire ou éolienne quand il y en a assez. Et puis le soir, elle peut être déchargée sur sa maison au moment où il y a un pic de consommation auquel on répond d'habitude par des centrales à gaz ou l'importation d'électricité charbonnée allemande. Oui, il y a des bornes intelligentes qui font ça. On a reçu plusieurs entreprises qui sont sur ce créneau. Oui, elles commencent à faire ça, mais c'est toujours interdit. Si vous mettez les énergéticiens, les producteurs de bornes électriques, les producteurs de voitures électriques, la santé publique, le législateur, etc., vous avez la possibilité d'absorber, grâce aux batteries des voitures électriques, la plus grande partie des pics de production. Et donc, vous pouvez produire moins d'énergie, parce que cette énergie va circuler beaucoup mieux. Ça, c'est quelque chose qui est absolument fondamental. Et alors, on vous répond, le réseau ne peut pas absorber ça. Mais c'est absolument pas vrai. Une entreprise comme Schneider Electric, qui est une entreprise française dans l'efficience énergétique, est capable d'isoler le bâtiment du reste du réseau, et ce bâtiment-là va pouvoir profiter des batteries de voitures électriques, au lieu d'acheter des batteries neuves qu'on met dans sa cave pour accumuler de l'énergie. C'est complètement idiot, on a des batteries 2 fois.
Pourquoi? Alors là, la décroissance de la bêtise, la décroissance du gaspillage, la décroissance des doublons, ça, je suis totalement pour. Bien sûr que ça, il faut décroître. Avec l'idée que, puisque ça, c'est sur la mobilité, on pourrait avoir d'autres secteurs d'activité, la construction, l'eau, l'énergie, qui, oui, on va faire ça. Qui fonctionnent de la même façon. C'est l'idée. On est en train de développer un écosystème comme ça sur l'efficience énergétique avec la Commission européenne. Parce qu'aujourd'hui, les gens continuent à confondre l'efficience et la sobriété, au point qu'il y a des politiciens qui sont contre l'efficience parce qu'ils croient que ça va baisser le fonctionnement économique. Vous voyez jusqu'où ça va. Il faut au contraire montrer que l'efficience est une manière de stimuler l'économie en baissant la pollution. Sur cette fondation Solar Impulse, vous en êtes à 1600 solutions, c'est ce que vous nous disiez tout à l'heure. Vous continuez de prospecter en quelque sorte et de remplir cette mission? Tout à fait. Et puis maintenant, on a ouvert à encore 2 autres secteurs, parce qu'on avait les solutions techniques et puis on nous disait « oui, mais vous faites que de la technique ». On a ouvert à des secteurs de comportement et des secteurs de législation. Quelle législation permettent le meilleur impact? Quel comportement permet le meilleur impact? Et là, on n'est pas dans la technique, mais on n'est pas non plus dans le sacrifice. Et alors justement, on va terminer là-dessus. Le comportement, ça rejoint ce dont on parlait tout à l'heure sur l'acceptabilité de la transition environnementale. C'est-à-dire que c'est trouver les bons mots, les imaginaires, les récits pour le rendre acceptable, ce virage. Mais ce qu'on voit, c'est que... On peut innover aussi là-dedans, c'est ça ce que je veux dire. Mais bien sûr, il y a des tas de choses qu'on peut innover dans le comportemental sans sacrifice. Mais il faut quand même savoir que si on mettait toute l'humanité dans un comportement parfait, on aboutirait à peu près à 25% du but qu'on doit atteindre. Parce que même si un citoyen a envie d'énergie renouvelable, a envie de produits bio, a envie de consommation locale qui ne vient pas de l'autre bout du monde, etc., ce n'est pas ça qu'on lui propose. On lui propose tout l'inverse. Et par conséquent, il faut aussi que les réglementations permettent d'implémenter les solutions qui existent pour que le citoyen puisse y avoir accès. C'est ça qui est fondamental. Donc là aussi, c'est un écosystème. On doit avoir l'État, on doit avoir les entreprises, on doit avoir les consommateurs et on doit avoir les écologistes qui poussent pour qu'on y arrive. Et j'ai un profond respect pour les écologistes. Mais ce que je leur demande, c'est de ne pas parler de buts qui sont repoussants pour la population et pour le monde économique et politique, parce que sinon on arrivera à un effet de balancier inverse. Et je demande aux écologistes de crier solution, 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 plutôt que problème, problème, problème. Parce que ce n'est pas en déprimant la population en parlant de problème qu'on aboutira à quoi que ce soit. C'est en la motivant, en parlant de solutions et en montrant les solutions. Et là, il y aura un écosystème vertueux entre l'écologie et l'économie. Merci beaucoup Bertrand Piccard et à bientôt Avec plaisir. Sur Be Smart for Change. On passe tout de suite à notre rubrique Startup. Smart Ideas avec Stéphane de Wilder, bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes le cofondateur de Better Things, vous venez de la créer cette entreprise avec Frédéric Bossard. Et avec quelle idée, c'est quoi Better Things ? En fait, on souhaitait équiper les consommateurs avec un nouvel outil à impact, en fait, pour essayer de les aider à identifier l'origine des pays, des produits non alimentaires. Donc, il y a une demande de transparence sur ce sujet-là, l'origine des produits croissante. Et donc, elle n'est pas toujours facile finalement à réaliser cette transparence. Et en fait, Better Things, c'est un peu la brique digitale qui manquait sur le sujet pour venir alimenter cette base de données, faciliter l'identification de l'origine et au-delà de ça, lui donner de l'information sur le contexte écologique et social dans le pays de fabrication et aussi la possibilité d'interpeller les marques via l'application pour éventuellement changer les habitudes, changer les stratégies industrielles en termes de fabrication. Ça existe pour les produits alimentaires. Il n'y avait pas d'équivalent sur le non alimentaire, c'est ça ? Oui, en fait, c'était un peu un manque qui était ressenti, à savoir
Sur l'alimentaire, effectivement, il y a déjà des travaux qui sont réalisés pour venir faciliter l'identification de l'origine des produits, mais sur tout ce qui est non alimentaire, ça n'existait pas. Alors il faut bien avoir en tête que sur le non alimentaire, le marquage d'origine n'est pas obligatoire dans l'Union européenne. Donc c'est plus compliqué. Donc c'est plus compliqué. Donc on repose finalement sur la bonne volonté des fabricants, des marques pour l'indiquer, et puis aussi finalement à un moment donné réaliser ce match entre un pays d'origine et un produit. Mais est-ce que ça veut dire qu'il y a un côté participatif, c'est-à-dire que les utilisateurs de l'appli peuvent presque enquêter quoi, et participer à ce travail général? C'est exactement ça. On est sur le sujet de l'open data, donc de la data communautaire. L'idée, un peu comme au démarrage de Yuka, c'est que ça soit finalement un travail un peu d'investigation qui soit réalisé par les utilisateurs sur l'identification de l'origine de ces produits. On va aussi avoir des campagnes d'identification qui vont être menées un petit peu plus massivement. Et l'idée à terme, c'est que les groupements de marques, les groupements de distributeurs viennent faciliter l'identification et l'accès à cette information. Donc il y a tout à fait un aspect communautaire et on pense que c'est finalement la communauté qui permettra de faire bouger les lignes. Et donc de faire augmenter le nombre de produits référencés, parce que vous l'avez lancé il y a quelques jours, l'appli, vous en êtes à combien de produits référencés? Alors pour l'instant on est à peu près à 30 000 produits, ça augmente tous les jours parce qu'on se rend compte que les premiers utilisateurs font ce travail d'identification. Alors 30 000 c'est pas grand chose, c'est une goutte d'eau dans finalement l'univers du non alimentaire. L'idée c'est de faire des bons en termes d'acquisition de data, notamment en venant se brancher sur les bases de données des distributeurs. C'est ce qui nous permettra d'avoir une meilleure couverture. L'idée, c'est d'y trouver à la fois des critères écologiques et sociaux. Les deux piliers sont importants. Tout à fait. C'est là où on a vraiment une approche qui est originale, qui est novatrice. Nous, ce qui nous intéressait, en fait, on a consulté 300 personnes sur sur ce sujet de l'origine des produits. C'est quoi les informations auxquelles vous êtes sensibles sur le contexte de production? Et donc, ils se sont exprimés. Il y a eu des critères écologiques. Donc, par exemple, quelle est la situation en termes de politique de recyclage, de protection de la biodiversité, mais aussi des informations relatives à la protection des travailleurs. Quel est le niveau de protection des droits du travailleur? Quel est le différentiel de revenus entre le pays de fabrication et le pays de consommation? Et en fait, on est venu agréger toutes ces données qui sont des données publiques, parfois difficiles d'accès, et c'est intégré donc via notre Better Score qui combine 50-50 des éléments écologiques et des éléments sociaux. Avec, j'ai vu un système de bonus-malus, comment ça marche? Oui, alors l'idée c'était, donc la première approche c'est bien sûr une approche sur l'origine produit, mais l'origine pays, donc c'est des informations à un niveau pays, mais l'idée c'était aussi de pouvoir être différenciant, à savoir il y a des marques qui jouent le jeu de la transparence, ou pas. Et donc on a un système de remontée via les utilisateurs pour venir potentiellement, s'il devait y avoir des non-transparences récurrentes, appliquer un malus. Et au contraire, il y a des marques qui sont engagées dans des démarches de traçabilité accrue, allant au-delà de l'appellation d'origine. Donc, par exemple, avec des labels Origine France Garantie, entreprise du patrimoine vivant. Et donc si on est en capacité d'identifier, d'appliquer un bonus pour avoir une discrimination positif ou négatif appliqué au niveau des marques. Merci beaucoup Stéphane de Wilder et bon vent à, Merci beaucoup. à Better Things. Voilà, c'est la fin de ce Smart Impact. Je vous dis à demain pour une nouvelle émission. Merci de votre fidélité à la chaîne des audacieuses et des audacieux. Salut.